La production et la transformation des matières premières représentent un potentiel énorme pour l'Afrique en matière de développement durable. Nous sommes en Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao au monde et quatrième producteur de café en Afrique. Et c'est tout naturellement que nous nous dirigeons vers les personnalités qui se sont illustrées dans la transformation de ces matières premières. Mon invité du jour est depuis quelques années dans l'agro-industrie en tant qu'administrateur général de Augure Industries, détenteur de la marque Ivory Blue. Bonjour à tous et bienvenue dans African Stories. Nous sommes à Assigny et je m'en vais rencontrer Monsieur André Bromensa. Venez avec moi. Bonjour André Bromensa, merci de nous accueillir ici. Bonjour Kadi, merci d'être venu. Avec plaisir. Comment refuser une invitation pareille? Là, on est dans un cadre idyllique carrément et on est à Assigny. Oui, nous sommes à Assigny, kilomètre 18,5. Oui. Alors pourquoi tu as fait le choix de nous accueillir ici en particulier? Parce que nous avons déjà réalisé plusieurs interviews, en général dans les plantations, à l'usine, et là ça me paraissait opportun de se rencontrer dans un cadre beaucoup plus calme, beaucoup plus inspirant. Alors nous sommes là parce que on a voulu te parler, en tout cas, parler de ton parcours à travers cette émission qui se veut inspirante. Et voilà, c'est parti. J'ai envie de te demander de te présenter tel que tu te perçois déjà pour commencer. Qui est André Bromensa? Donc je suis André Bromensa, je suis administrateur général d'Augure Industries. Donc Augure Industries transforme des produits issus de l'agriculture de Côte d'Ivoire, donc principalement le café, le cacao et la noix de cajou, et bientôt plusieurs autres produits. Voilà, donc je suis un entrepreneur ivoirien qui a une vision du développement de la Côte d'Ivoire à travers la transformation des produits, puisque nous sommes premiers producteurs dans plusieurs spécialités de produits, mais nous ne sommes pas encore au stade de l'agro-industrie, de l'exportation, etc. Donc on essaie de pousser un peu ce domaine-là pour créer des agro-industriels ivoiriens importants à l'échelle de la Côte d'Ivoire, mais également à l'échelle de l'Afrique et du monde. Donc voilà, je participe à ce mouvement-là et j'espère qu'on arrivera à faire de vrais agro-industriels ivoiriens. On espère aussi pour vous, on espère aussi pour toi. On va commencer par le début. Depuis le début, donc on va partir un peu depuis l'enfance. Est-ce que tu peux nous faire vivre en quelques mots ton univers d'enfance? Très simple. Donc, nous sommes une famille de 7, donc j'ai 7 enfants, donc j'ai 5 sœurs et un frère. Et donc on a toujours été très proches les uns des autres. On a une superbe enfance. On a passé beaucoup de temps dans les plantations. Ça, c'est un élément qui me caractérise un peu, oui, parce que j'avais 2 grands-pères planteurs. Donc un dans le café, dans le cacao, qui était président de la caisse de stabilisation à l'époque, président Loboué, et un autre grand-père qui était planteur de bananes. Donc j'ai passé toutes mes vacances scolaires dans les plantations. Parce qu'il faut le dire, aujourd'hui encore, tu es régulièrement dans les plantations. Je vis dans les plantations. Oui, voilà, tu n'es pas que l'administrateur général d'Augure Industries, tu vis vraiment dans les lieux où se passe tout le début de la fabrication. Donc, je passe beaucoup de temps dans les plantations et puis je suis très proche des planteurs parce que c'est mon monde. Hein. J'ai vécu avec les planteurs tout jeune, j'allais dans les plantations avec mon grand-père du côté de Grand Laou. Il devait avoir à l'époque 400 hectares de cacaoyers et autant de café. Donc on y allait dans son Range Rover à l'époque, on faisait les plantations. Et quand j'étais à Zaguier, j'allais aussi dans les bananeraies avec les planteurs, avec les ouvriers. Donc je suis très très proche des planteurs, j'adore. Oui, ça se voit que c'est de la passion, il en faut pour pouvoir avoir un rêve aussi grand au niveau de l'agro-industrie. Donc pendant que tu partais dans les plantations, évidemment jeune, tu faisais tes études et du coup tu as choisi de t'orienter vers une formation en particulier qui te rapprochait donc de cette passion ou pas du tout au début? Alors pas du tout. Je me souviens quand j'étais en CM2 et qu'on devait remplir les carnets pour l'entrée en 6e et pour l'orientation,
mon père a mis métier ingénieur électronicien. Donc il avait décidé déjà des 10-12 ans que je devais être ingénieur électronicien. Bon, j'ai fini ingénieur, mais dans les réseaux, dans les systèmes et réseaux, c'est pas très loin. C'est de l'informatique, c'est des réseaux de télécom. Donc j'ai quand même réalisé son objectif et très loin de l'agro-industrie et de ce que je fais en ce moment. Après, j'ai eu plusieurs vies. Donc j'ai eu une vie dans mon métier, donc le système d'information en général, système de télécommunication. J'ai eu une entreprise qui s'appelle Intelcom qui gérait des systèmes de télécommunication par satellite. Après j'ai travaillé pour l'administration. J'ai été directeur général de la MUGEFSI. Comment est-ce que tu finances ton projet? Puisque voilà, je ne sais pas comment ça se passe ici en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a des mécanismes de financement en particulier? Alors cette question, c'est surtout pour ceux qui regardent et qui veulent se lancer, pourquoi pas, dans ce type de projet ambitieux. On a toujours des problèmes d'investissement. Sous nos tropiques, c'est un peu plus compliqué qu'ailleurs de lever des fonds. Donc c'est vrai que nous, on a commencé en start-up, mais on n'a pas levé les fonds de start-up. Donc c'est toujours très compliqué. Non, le financement, c'est un autre sujet, c'est un sujet important, mais c'est un sujet qu'il faut aborder avec un peu de recul. Là maintenant, c'est un sujet que j'aborde avec un peu plus de recul. Il y a quelques années, je ne comprenais pas pourquoi on ne pouvait pas accéder à ces financements. Maintenant, je comprends mieux parce que l'environnement n'est pas propice. Les marchés sur des produits spécifiques comme les nôtres ou des produits premium ou des premiers de luxe, le marché est petit. Donc il faut s'étendre. Notre marché domestique est petit, donc ça nécessite ensuite des investissements pour aller plus loin. Il faut avoir une vision Afrique, vision monde. Donc quand on a une petite industrie qu'on veut faire financer en Afrique ou en Côte d'Ivoire, c'est compliqué pour les investisseurs d'y aller parce qu'on est trop petit. Et il faut trouver le bon équilibre entre le marché qu'on vise, les investissements qu'on doit réaliser, les risques qu'on doit prendre. C'est vraiment un écosystème assez complexe. Ouais, il faut que le marché s'ouvre en fait. Donc, et puis nos business plans sont peut-être un peu trop, pas sophistiqués, mais peut-être un peu trop ambitieux. Moi je sais que j'ai commencé à faire des business plans, c'est des business plans très ambitieux parce que le marché est mondial. Mais peut-être ce qu'il faut faire, c'est des business plans un peu plus réduits avec des ambitions beaucoup plus abordables. Enfin, mais moi j'ai du mal. Voir petit, ça me dérange. Mais on a, en dehors de ces produits de masse, on a un produit haut de gamme, premium, mais au top niveau mondial. C'est pas top niveau africain, c'est top niveau mondial. Donc ces produits-là, quand nous on les développe, qu'on les transforme en chocolat et qu'on attaque l'international, les produits sont tout de suite là. Mais pour attaquer le marché à ce niveau, il faut des moyens. C'est plus vraiment des investissements sur les équipements, parce que ça on sait trouver. C'est plus du manpower, parce qu'on a les gens. Il faut de l'investissement pour des points de vente, il faut de l'investissement pour distribuer, pour faire de la com, pour faire du marketing. C'est plus vraiment de la dette. Ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est de la dette. On s'endette, on achète des équipements, c'est des actifs tangibles, ils sont immobilisés, on produit. Mais maintenant, il faut de l'equity, il faut du cash. Ouais. Donc, nous, on n'a pas besoin que... Comment ? Normalement, qui intervient dans ce cash? C'est les investisseurs qui investissent en equity. Donc, c'est des banques d'investissement, c'est des privés, c'est des fonds d'investissement. Enfin, maintenant, il faut qu'on aille chercher de l'argent frais. Ça, c'est un autre marché. Parce que on est maintenant un peu trop gros pour les petits investisseurs locaux. C'est pas péjoratif, c'est qu'ils vont nous proposer 300 millions, 500 000 euros localement. Il y en a quelques-uns. Mais on ne peut rien faire avec, résolument, parce que il faut passer à l'échelle. Donc, on est trop gros pour eux et on est trop petit pour les gros investisseurs, enfin les vrais investisseurs qui vont dire « Ouais, nous, on va mettre 2 ou 3 millions d'euros, mais est-ce que vous avez déjà 800 millions de chiffre d'affaires » Donc, on est petit pour eux, même si on a la capacité. On n'a pas prouvé encore sur le marché qu'on était à ce niveau. On a prouvé qu'on pouvait faire des choses, on a prouvé qu'on pouvait être à un certain niveau, mais on aurait dû déjà avoir le double en termes de chiffre d'affaires. Les clients, ils sont en Asie. Les clients pour le chocolat, parce que nous, on est en produit fini, donc je ne parle pas de cacao. Mais les clients pour le chocolat, c'est la Chine.
On a rencontré des industriels chinois et des industriels allemands qui travaillent sur des projets en Chine, où vous avez des machines qui vous permettent de faire toutes les 6 heures 6 tonnes de chocolat fini. Ça fait 25 tonnes par jour de chocolat sur une machine. Une seule. En Chine. Donc le marché, il est là-bas. Et en plus, ils produisent du cacao en Chine. Ils en sont où? C'est les débuts ou c'est plus... C'est plus que les débuts. Donc ils vont inonder le marché bientôt. S'ils produisent du cacao qui le transforme en chocolat, il va y avoir des problèmes. Bon, on ne va pas en parler ici, mais il faut peut-être qu'on regarde ça. Qu'on n'est pas divinement fait pour être les premiers producteurs de cacao à vie. Et techniquement, en fait, sur le territoire ivoirien, est-ce que face à tout ça, il y a une fédération, en tout cas, autour de ces problématiques-là de personnes qui évoluent, de personnalités comme toi qui évoluent dans l'agroalimentaire, dans le chocolat? Est-ce que vous fédérez vos forces face à tous ces enjeux? De jouer au Don Quichotte, donc je ne joue plus au Don Quichotte, donc je reste dans mon coin, je regarde, il manque le chapeau. Mais je crois que les gens n'ont pas compris ce qu'il faut qu'on fasse. Et toi, c'est ta volonté, si j'ai bien compris, de pouvoir... Le problème, c'est qu'il faut qu'on arrête de se gargariser en disant qu'on est premier producteur de cacao au monde. Ça ne veut rien dire. On l'a entendu. Oui, d'accord. Et so what? Ok. Vous êtes premier producteur de cacao au monde, oui. En produit fini, en chocolat, vous êtes le quelième. Vous occupez quelle part de marché en direct avec des produits ivoiriens? Je ne dis pas Mars, je ne dis pas Cargill. Je dis chocolat ivoirien, made in Côte d'Ivoire par des industriels ivoiriens. Ça représente combien de parts de marché dans le monde? Les gars, il faut qu'on commence à être sérieux. C'est ça qui m'intéresse. On faire des champions. Faire des champions, pourquoi faire? Pour se battre à Abidjan avec 20 millions de consommateurs, enfin 25 millions d'habitants, 100 000 consommateurs. Mais on le voit ici quand on le vend dans les supermarchés, nos produits. On n'a pas de clients, mais c'est normal. Nous sommes des pays pauvres. Les produits chocolat, c'est pas fait pour nous. Le SMIC est à 75 000, une tablette est à 2500. Une tablette de bon chocolat, je ne dis pas une tablette à 1000 francs de mauvais chocolat, parce que la question, c'est pas de faire du mauvais chocolat pour les Ivoiriens. Non, c'est la qualité. C'est de faire du bon produit pour eux. Aujourd'hui, sur une industrie comme la nôtre, on gagne de l'argent quand on vend à 2500. Effectivement, si on est très gros, peut-être qu'on va pouvoir vendre à 1500, 1600. Mais 1600, un plat de garba, oui, c'est un plat de garba, c'est 500 francs. Moi, je suis avec les planteurs. Quand on est au village là, et qu'on veut manger rapidement, que les dames n'ont pas eu le temps de faire la cuisine, on va au garba ensemble, c'est 500 francs. 100 francs d'atchéké et 400 francs de poisson. Il doit utiliser le triple de ça pour acheter un chocolat. Mais comment résoudre ce problème? Parce que finalement, moi je vois les enfants, ils sont contents d'avoir du chocolat en vrai. Ils aimeraient en manger. Il y a deux choses. D'abord, il faut avoir des industries beaucoup plus fortes. Et c'est un problème de volume. Oui. Si moi je fais, on fait tous un chocolat à 2500, c'est parce qu'on est petit. On fait quoi, 100 kilos par jour, 200 kilos par jour pour les plus gros. En moyenne, ils font 25 kilos par jour. Vous ne pouvez pas, avec 25 kilos par jour, sortir un produit avec un coût raisonnable et un prix accessible. Alors donc du coup, André, tu as évolué quand même comme tu disais, tu as eu plusieurs vies. Donc tu as été salarié, entrepreneur, et là tu es encore entrepreneur. Tu travailles avec énormément de monde, notamment dans les plantations et dans les usines. Fort de toutes ces expériences, qu'est-ce que tu pourrais dire qu'est-ce que l'entrepreneuriat t'a apporté en réalité? De positif, là on part sur des choses de positif. Ah ben non, mais ça ne m'a pas apporté que des choses négatives. Si on parlait d'investissement et tout, c'est pas des choses négatives. Non, de positif, c'est des enseignements de résilience, de calme, de sérénité, de paix. C'est ce que ça m'a apporté. Parce que dans un environnement comme ça, si vous n'êtes pas résilient, vous ne pouvez pas. Parce que de toute façon,
vous pliez tellement que si vous n'êtes pas résilient, ça se casse. Si vous n'êtes pas calme, c'est difficile de poser les vrais problèmes et de trouver les bonnes solutions. Si vous n'êtes pas serein, vous pouvez vous emporter très rapidement parce que vous avez un environnement qui est très hostile. Et puis ça vous amène un peu de paix. Ça, c'est ce que ça m'a apporté. Et quelles astuces tu as pour être en dehors de ce bord de mer magnifique? Mais ces points positifs ont eu aussi des conséquences négatives. C'est-à-dire que ça vous retire un peu du monde réel qu'on vit tout le temps. Mais bon, c'est le prix à payer, mais c'est positif aussi. On a organisé la Coupe d'Afrique des Nations de football. Est-ce que chaque spectateur ou chaque personne qui est arrivée en Côte d'Ivoire ont goûté au chocolat de Côte d'Ivoire? Non. Je suis pas sûre. Occasion unique, extraordinaire. Est-ce qu'ils ont tous bu un bon café de Côte d'Ivoire? Est-ce que le café était en libre service dans les stades? Est-ce qu'il était offert? Est-ce que le chocolat chaud était offert? Si on nous demande, on peut offrir. Mais il y a 2 millions de tonnes de cacao. C'est du marketing. C'est du marketing. Nous sommes allés en Côte d'Ivoire, on a vu la meilleure canne, on a bu le café le meilleur au monde et on a le chocolat top. Pas que ça, en plus il y a la noix de cajou, les premiers. Aussi, oui. On a tous mangé des noix. Bon, ils n'ont pas besoin de moi pour savoir ce qu'ils doivent faire. Mais vous avez une occasion, c'est unique. C'est important, oui, c'est le moment où jamais. Nous, à l'aéroport, on a un point de vente en duty. Oui, on a vu des gens un peu plus qui étaient intéressés. Pendant la canne? Ils partaient. Le chiffre d'affaires à... Non, ils partaient. Nous, on a les gens qui partent, on n'a pas les gens qui arrivent. Oui, quand même. Tu as senti une différence au niveau de chiffre d'affaires? Non, pas vraiment. Pas vraiment parce que... Un branding spécifique ou pas? Non, pas vraiment. Parce que nous, sur ce point de vente, notre clientèle, elle est européenne. Oui. Donc ils partent avec le produit. En général, il y a une dizaine de vols par jour. Il y a 1 millier de passagers. Mais on fait toute notre clientèle, c'est Paris, Bruxelles, attention, Dakar et Casa. Mais tous ceux qui sont venus en Côte d'Ivoire ne partent pas vers ces pays-là. Ce sont des gens d'Afrique. Et les Africains, ils ne consomment pas les produits africains. Moi, je le vois, c'est mes statistiques. Ce sont les statistiques qu'on a au point de vente. On a un point de vente à l'aéroport au départ. Premier pays consommateur, première ville, Paris. Paris Orly, Paris Orly parce qu'il y a Corsair, enfin il y a les compagnies. Bruxelles. Troisième nom, pas Bruxelles, Dakar. Premier pays africain, Dakar. Gros consommateur de produits locaux, ivoiriens. Et Casa. Même pas le Burkina Faso en chaque pays. Ah non, Burkina même pas du tout. Je ne sais pas ce qu'on leur a fait, mais ils consomment que... Non, peut-être qu'ils trouvent les produits chez eux. Oui, alors... Puisque il y a des chocolatiers chez vous, il y a un chocolatier qui est très bon. D'ailleurs, il faut que j'en parle avec lui pour qu'il me dise si vraiment les Burkinabés consomment ces produits. Je crois qu'il doit avoir des problèmes. En gros, vraiment, il faut une bonne politique, en tout cas, une campagne même de sensibilisation pour que les gens prennent conscience, en fait, de ce que ça rapporte de consommer local. Et tu en as vécu des choses qui te viennent à l'esprit comme ça, qui t'ont conforté dans l'idée qu'il y avait beaucoup de boulot encore dans ce sens? Oh, oui, bon, enfin, il y a plein d'anecdotes. Hein. Moi, je sais que quand j'étais dans les premières années en recherche de financement, j'ai rencontré des investisseurs, des fonds d'investissement. Et il y en a un tout particulièrement qui m'a cloué, quoi. J'avais rendez-vous donc je crois à 17h. Je suis arrivé un peu, j'aime pas être en retard, donc je suis arrivé un peu 15 minutes plus tôt et donc j'étais en salle d'attente et donc il y a l'assistante du fonds qui vient me proposer un café. C'est bien. Donc vous voulez boire un café, monsieur, tout ça? Oui, d'accord. Il est 17h, mais je veux bien un café s'il vous plaît, d'accord. Donc ok, donc je vais vous faire un café. Et entre-temps,
Donc les gens du fond arrivent et elle n'a pas le temps de me servir. On rentre dans la salle de réunion, on s'installe, je m'installe, tout ça. Et elle arrive, quoi. Ah oui, il y a le café, monsieur, vous avez demandé un café. Ah oui, vous avez demandé un café. Oui, oui, j'ai demandé un café. Bon, vous nous amenez des cafés aussi, donc tranquille, donc moi j'ai mon café. Donc c'était des capsules. Et je reconnais l'odeur parce que c'est chez ce fournisseur, chez eux, c'est ce café-là, c'est vraiment celui-là que j'aime bien. Ce numéro-là, j'adore, hein, c'est un bon café. Seulement, c'est pas le mien. Donc, je le laisse. Oui, mais leur café arrive, donc par politesse, hein, je ne le bois pas, j'attends qu'ils arrivent. Le café arrive et puis, bon, ok, un peu santé, quoi, café. Moi, je dis non, non, ça va, je ne bois plus. Il est froid, non, 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 il n'est pas froid, mais j'en veux plus. Ils n'ont pas réalisé tout de suite qu'il y avait un problème? Non, ils ont toujours pas réalisé, ils étaient dans leur capsule. Hein. Ils me disent, mais je dis, mais messieurs, je suis à la recherche de fonds. Je viens voir un investisseur pour nous aider à développer des capsules. Et on me sert le produit concurrent, mais directement concurrent, celui qu'on veut, celui en fait pour lequel on fait des capsules compatibles. À votre avis, que dois-je faire? Ai-je déjà compris que je n'aurai pas d'argent? Dans ce cas, la réunion va s'achever. Il n'y a aucune utilité à poursuivre la rencontre, puisque vous venez de me donner la réponse. Mais on n'a pas fait la réunion. Hein. Je suis parti. Face à une phrase comme ça, alors attends, excuse-moi, mais les couleurs sont tellement annoncées que limite... non, je suis parti. Limite, ils n'ont pas pu répondre ou ils ont répondu... Mais ils ont déjà donné la réponse. Ouais. J'ai pas poursuivi, j'ai pas fait la demande. Je ne peux pas discuter avec des gens comme ça. Il y avait trois, il y avait le chef de mission, ils étaient trois, mais c'est pas les premiers couteaux. Wow. Les boss c'est les boss du fond. Ouais. Vous m'offrez le produit concurrent en première réunion? Non les gars. Je sais pas si c'est de la maladresse ou c'est un manque de diplomatie ou... S'ils ne sont pas professionnels à ce niveau-là, on ne peut pas travailler. Non, c'est pas la peine. Moi, je ne travaille pas avec des bricoleurs. Cette émission se veut être une émission inspirante. Alors, toi, André, c'est sûr que tu en inspires plus d'un. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on t'a contacté pour participer à l'émission. Est-ce que tu as des personnes comme ça qui t'ont inspiré depuis voilà, tes premiers pas dans l'entrepreneuriat ou encore dans le monde du travail ou tout simplement dans la vie en général? Et si oui, qui et pourquoi? Oui, les gens qui m'ont inspiré, c'est les gens de ma famille. Hein. C'est mes grands-parents, sont mon grand-père qui m'a beaucoup inspiré, mon grand-père maternel, feu le président Loué, avec qui m'a appris beaucoup de choses, beaucoup de leçons de la vie. Et mon père aussi m'a beaucoup inspiré. Et puis bon, après, il y a d'autres personnes qui inspirent. Dans le monde professionnel, il y a un capitaine d'industrie que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si je peux dire son nom. Si, ça le... Non, c'est monsieur Jean-Marie Aka, qui est un formidable homme d'affaires, qui a un cœur gros comme ça, qui a une vision, qui est pour moi un exemple en Côte d'Ivoire de ce qu'est l'entrepreneuriat. Donc en termes d'inspiration, tonton Jean-Marie a été et est toujours une source d'inspiration pour ses réussites, pour sa vision, pour son courage. Alors, c'est bientôt la fin de l'émission. On a des questions en bref, donc en quelques mots, 5 petites questions. Est-ce que tu peux nous donner ton plus grand succès? Oui, on a eu des succès relatifs, mais mon plus grand succès, c'est le prochain. C'est surtout quand on aura imposé la marque à un niveau international et que notre marque sera reconnue et que quand les gens verront Ivory Blue, ils sauront que c'est du café ou c'est du chocolat. Donc bon, après les succès, il faut les prendre comme ils viennent. Il n'y a pas de petits succès. Et le plus grand, je ne sais pas si je le verrai, mais peut-être les enfants, les petits-enfants, mais en tout cas pour l'instant, le plus grand, c'est le prochain. On en a eu quelques-uns. Ton plus grand défi, je pense que ça va être autour de... Non, le plus grand défi, c'est de continuer.
c'est de résister positivement et de répondre positivement au marché, de répondre positivement aux difficultés. Donc c'est ça, c'est ça. Il faut tenir. Ton plus grand regret, s'il y en a? Et donc le plus grand regret, c'est que ça vous sorte un peu de la société. Donc il y a des liens qui se rompent, il y a des liens qui reviennent, mais c'est un peu déstabilisant. Et les gens ne sont pas habitués à ça. Quand vous n'avez pas vécu dans un environnement comme ça, et que vous avez un d'entre vous, un frère, un soeur, un père, qui rentre dans cette dynamique-là, dans cette coquille-là, vous ne comprenez pas forcément. Donc, enfin les autres ne comprennent pas forcément. Donc il y a beaucoup d'incompréhension parce que vous êtes dans un autre monde en fait. Ta plus grosse difficulté? Les difficultés, elles sont techniques, financières. Bon, pour l'instant, au niveau de la santé, ça va, il n'y a pas trop de difficultés. Donc là, ça va. Ton plus grand rêve? Pour finir. Non, mon plus grand rêve, c'est d'y arriver. C'est-à-dire que il faut qu'on soit nombreux à relever ce challenge. Quelle est ta vision de l'Afrique qui gagne? Alors là, l'Afrique qui gagne, l'Afrique qui gagne, c'est tout un chacun, c'est tous les habitants du continent, c'est tous les pays. Moi, j'ai un problème à voir l'Afrique comme un ensemble. Peut-être que j'ai pas la bonne vision, mais pour moi, c'est tellement hétérogène que j'ai du mal à conceptualiser l'ensemble en termes d'Africains. Je pense que des pays africains peuvent s'approcher les uns des autres, on peut faire des ensembles en fonction des problématiques que nous avons. Donc je crois en plusieurs Afriques, pas en une Afrique, parce que je crois qu'il y en a plusieurs. En fonction des difficultés, des intérêts des différents pays, des différents peuples africains. Donc, je pense c'est un trop gros continent et un continent beaucoup trop riche pour faire qu'une Afrique. Donc on se rapproche des gens avec qui on peut travailler, avec le Cameroun maintenant, un peu avec le Maroc, nous on le fait un peu avec le Sénégal. Je pense que chacun construit son Afrique. Mais j'ai du mal à voir une Afrique comme un bloc uni et uniforme. Entends-tu, André Bromessa, c'est la fin de notre entretien. On a beaucoup de choses à se dire, mais hélas, il faudrait arrêter à un moment donné parce que le temps nous est imparti, voilà, donc on n'a pas le choix. C'est la fin de cette émission. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas dit pendant toute l'émission que tu voudrais dire maintenant? Non, je pense qu'on a dit l'essentiel. Moi, je tiens à vous remercier, enfin à te remercier, toi et toute ton équipe. Merci. Pour ce message plein de positivité. Nous, c'est la fin de notre émission et nous souhaitons bon vent à Ivory Coast. Merci beaucoup. Sur le plan national et international. On va essayer. On va pas essayer, il faut qu'on y arrive. On va y arriver. Merci beaucoup. Merci. Chers amis téléspectateurs, c'était African Stories. Nous étions avec Monsieur André Bromessa. J'espère que vous avez passé un excellent moment, tout comme j'ai pu le passer. Je vous dis à bientôt pour un autre parcours inspirant. Ciao!